La salle de conférence tomba dans un silence absolu lorsque l'amiral James Keller entra et découvrit une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant en train de démonter l'un des systèmes d'armes les plus complexes de l'arsenal militaire américain comme si elle consultait sa montre. Le M107 Barrett était disposé en parfait arrangement de composants sur la table. Ensemble de canons, groupe de transport de verrous, ressort de recul, mécanisme de détente. Chaque pièce positionnée avec une précision chirurgicale. Ses mains bougeaient avec une expertise inconsciente, nettoyant chaque partie avec le genre d'attention qui témoignait de milliers de répétitions. Elle ne leva pas les yeux quand il entra, ne reconnut pas son rang ni les 3 étoiles sur son col, continua simplement son travail avec une intensité concentrée qui donnait l'impression que tous les autres dans la pièce se déplaçaient sous l'eau. « Qui diable êtes-vous » demanda Keller, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait commandé des équipes SEAL pendant 3 décennies de guerre. C'est à ce moment qu'elle leva finalement les yeux, et ses yeux lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir avant même qu'elle ne prononce un seul mot. Ce n'était pas une armurier ou une technicienne d'armement. C'était une opératrice, et l'histoire de comment elle avait réalisé un tir qui avait réécrit les manuels de physique était sur le point de changer tout ce qu'il croyait comprendre sur l'interdiction à longue distance. Avant de vous montrer exactement ce qui s'est passé et qui a fait qu'un amiral 3 étoiles a tout arrêté et a exigé de savoir qui était cette femme, laissez un commentaire en nous disant d'où dans le monde vous regardez. Parce que ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement une histoire à propos d'un tir impossible. C'est à propos du moment où l'officier, SEAL le plus haut gradé de la Navy, a découvert que l'avenir de la guerre de précision se cachait à la vue de tous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le quartier général du commandement des opérations spéciales interarmées en Caroline du Nord bourdonnait du chaos contrôlé de la planification militaire. Les officiers se déplaçaient dans les couloirs avec détermination, portant des dossiers classifiés et parlant dans le langage prudent des gens qui traitent des secrets. L'amiral James Keller avait tout vu, des jungles du Vietnam en tant que jeune lieutenant aux montagnes d'Afghanistan en tant que commandant de groupe tactique. À 58 ans, avec des cheveux argentés et le visage buriné de quelqu'un qui avait mérité chaque promotion par le feu, il se préparait pour ce que tout le monde savait serait sa dernière affectation avant la retraite. La salle de conférence au 3e étage était censée être vide. Il l'avait réservée pour 6 heures du matin afin d'examiner des rapports opérationnels, en paix avant que le bâtiment ne se remplisse d'officiers d'état-major et de leurs briefings interminables. Au lieu de cela, il trouva la porte entr'ouverte et des lumières se déversant dans le couloir. Sa première pensée fut « brèche de sécurité ». Sa seconde fut « identifier la menace ». Ce qu'il trouva fut le quartier-maître de première classe Daisy Ward, fin vingtaine, carrure athlétique, cheveux blonds foncés tirés en arrière en un chignon réglementaire si serré qu'il paraissait douloureux. Elle portait l'uniforme de travail standard de la Navy sans écusson distinctif ni indicateur d'entraînement spécialisé. Rien dans son apparence ne suggérait qu'elle était autre chose qu'une autre spécialiste administrative ou analyste de renseignement, à l'exception du fusil antimatériel M107 Barrett calibre 50 étalé sur la table de conférence dans un arrangement qui aurait fait pleurer de joie n'importe quel instructeur d'armes. Keller avait côtoyé des fusils Barrett toute sa carrière. Il connaissait intimement le système d'armes, avait autorisé leur utilisation dans des dizaines d'opérations, avait regardé les tireurs d'élite mettre travailler avec eux dans tous les environnements, des conditions arctiques à la chaleur du désert. Le M107 était 14,5 kg d'ingénierie de précision, capable de toucher des cibles à des distances qui semblaient impossibles. C'était aussi notoirement complexe, avec un système de recul et un ensemble de canons qui nécessitaient des connaissances d'experts pour être correctement entretenus. Ward démontait le fusil avec l'efficacité décontractée de quelqu'un qui pourrait le faire les yeux bandés. Ses mains bougeaient en séquence fluide. Démontage du verrou, retrait du canon, séparation du groupe de détente. Chaque mouvement économique est précis, aucun geste gaspillé, aucune hésitation. Le genre de mémoire musculaire qui venait de répétitions mesurées en années, pas en mois. « Qui diable êtes-vous » demanda Keller. Les mains de Ward s'arrêtèrent pendant exactement une seconde avant de continuer leur travail. Elle ne sursauta pas, ne bondit pas, ne montra aucune des réactions que la plupart des militaires subalternes affichaient quand un amiral 3 étoiles apparaissait de manière inattendue. Quartier-maître Ward, monsieur, spécialiste du renseignement attaché au groupe de développement de la guerre spéciale navale. Sa voix était calme, professionnelle, avec un léger accent du Sud qui suggérait des racines texanes ou oklahomiennes. Je m'excuse pour l'utilisation non autorisée de la salle de conférence. J'avais besoin d'un espace propre pour l'entretien des armes et j'ai pensé. C'est un M107, interrompit Keller, désignant le fusil démonté.
Les spécialistes du renseignement ne portent généralement pas de système de sniper de calibre 50. Non, monsieur, ils ne le font pas. Ward posa la tige de nettoyage qu'elle utilisait sur l'ensemble du canon et se mit au garde à vous. C'est un équipement personnel. Je l'entretiens sur mon temps libre. Équipement personnel. Le ton de Keller indiquait clairement qu'il n'y croyait pas une seconde. Vous me dites que vous possédez en privé un fusil antimatériel de calibre 50 qui coûte plus cher que la plupart des voitures et que vous l'entretenez justement dans une salle de conférence du JOC à 0 Dartirty. Oui, monsieur. C'est exactement ce que je vous dis. L'audace de la chose faillit faire sourire Keller. Presque, il s'approcha de la table, étudiant les composants de l'arme avec l'œil exercé de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il regardait. Le canon montrait des motifs d'usure cohérents avec un nombre élevé de cartouches tirées. La face du verrou avait été modifiée avec des pièces du marché secondaire qui amélioraient la fiabilité. La lunette, une Schmidt & Bender 5-25X56, valait plus que le fusil lui-même. Ce n'était pas une pièce de collection. C'était un outil de travail qui avait connu une utilisation opérationnelle extensive. « Où avez-vous appris à démonter un Barrett ?» demanda Keller, sont-on passant de l'interrogatoire à la curiosité authentique. « YouTube, monsieur. » L'expression de Ward resta parfaitement neutre. Beaucoup de vidéos tutoriels. Des conneries complètes. Maintenant, elle sourit légèrement. Mais j'ai pensé que j'essaierais d'abord le mensonge facile avant d'entrer dans la vérité compliquée. Keller se surprit à l'apprécier malgré l'irrégularité de la situation. Il y avait quelque chose de rafraîchissant chez quelqu'un qui ne se mettait pas immédiatement à ramper ou à faire des excuses quand il était pris dans une position embarrassante. Commencer à parler, quartier-maître, et cette fois essayer la vérité. Ward jeta un coup d'œil à la porte de la salle de conférence, puis revint à l'amiral. « Monsieur, avec tout le respect, la vérité est classifiée à un niveau qui nécessite. J'ai toutes les habilitations qui existent dans l'armée américaine, coupa Keller. Essayez encore. » Elle considéra cela un moment, pesant les options avec un calcul visible. Puis elle prit une décision qui changerait leurs deux carrières. École de tireur d'élite éclaireur des marines, 2019, première de ma classe. Déployée en Syrie avec une unité de reconnaissance de force pendant 18 mois. Transition vers un groupe tactique du JOC qui n'apparaît pas sur les organigrammes, spécialisé dans l'interdiction à longue distance de cibles de haute valeur dans des zones interdites. Elle fit une pause. Et j'étais très bonne à ça. Keller l'étudia avec une intensité renouvelée. Si ce qu'elle disait était vrai, cela soulevait environ une centaine de nouvelles questions. Pourquoi le transfert vers le travail de renseignement? Parce que j'ai réalisé un tir qui n'aurait pas dû être possible, et cela a effrayé les gens qui prennent des décisions sur les capacités opérationnelles. La voix de Ward ne portait aucune fierté, aucune vantardise, juste des faits. Après cela, ils ont décidé que j'étais mieux adapté à l'analyse qu'au travail de terrain. Quel genre de tir? Le genre dont nous devrions probablement discuter derrière une porte fermée avec une code de classification, monsieur. Keller se dirigeait déjà vers la porte, la fermant avec un clic solide. Il activa le verrou électronique et tira le store de sécurité sur la fenêtre. Quand il se retourna, Ward avait repris le réassemblage du M107 avec la même précision fluide qu'elle avait utilisée pour le démonter. « Parlez » dit-il simplement. Les mains de Ward continuèrent à travailler pendant qu'elle parlait, la tâche mécanique semblant l'aider à organiser ses pensées sur des événements qui portaient clairement encore du poids. Octobre 2023, région frontalière syro-turque. Nous avions du renseignement sur une cible de haute valeur, un coordinateur qui facilitait les transferts d'armes vers plusieurs groupes extrémistes. Il opérait depuis un complexe dans les montagnes, un terrain qui rendait l'assaut conventionnel extrêmement risqué. Keller écouta sans interrompre, regardant s'il doit travailler les composants du fusil pour les remettre dans leur configuration appropriée. Le problème était l'accès. Le complexe était situé au sommet d'une crête avec des lignes de vue dégagées dans toutes les directions. Toute approche serait détectée des heures avant que nous puissions nous approcher suffisamment pour une neutralisation. Une frappe aérienne était politiquement impossible en raison de la présence civile dans les villages voisins. Il fallait que ce soit chirurgical, précis et non attribuable. Interdiction à longue distance, dit Keller, voyant déjà où cela menait. Oui, monsieur. Le commandement a autorisé une opération de sniper. Mon observateur et moi nous sommes insérés 72 heures avant la fenêtre de tir, nous déplaçant à travers un territoire hostile pour établir une position de cache.
Elle verrouilla l'ensemble du canon en place avec une torsion précise. Nous avons trouvé une position sur une crête opposée, surveillé le complexe, confirmé l'identité de la cible et ensuite nous avons fait les calculs. Quelle était la distance? Les mains de Ward s'arrêtèrent juste un moment. 2847 mètres. 1,76 miles. Keller sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il avait côtoyé des tireurs d'élite toute sa carrière. Il savait quels étaient les records, savait ce qui était considéré comme possible dans des conditions idéales. Le tir mortel confirmé le plus long de l'histoire était juste au-dessus de 3000 mètres, réalisé par un tireur d'élite des forces spéciales canadiennes dans des conditions parfaites avec plusieurs coups d'essai. C'est au-delà de la portée effective du M107, dit-il prudemment. Oui, monsieur. D'environ 800 mètres. Ward finit de réassembler le fusil, l'arme maintenant entière à nouveau, paraissant mortelle et déterminée sous les lumières fluorescentes. Mais je n'avais pas d'autre option. La fenêtre de tir était de 6 heures. Après cela, la cible se déplaçait vers un emplacement inconnu. C'était maintenant ou jamais. Parlez-moi du tir. Ward prit une inspiration et Keller vit quelque chose passer sur son visage. Pas exactement de la peur. Plutôt du respect pour la magnitude de ce qu'elle décrivait. Le vent était le problème principal à cette distance et cette élévation. Je devais gérer plusieurs couches de vent se déplaçant à différentes vitesses et directions. Vent de vallée au niveau du sol, vent de montagne à mi-élévation, flux d'altitude élevé au-dessus. Chaque couche devait être calculée séparément. Elle sortit un petit carnet de sa poche, l'ouvrit à une page couverte de chiffres et de diagrammes. Les calculs ressemblaient à de la physique avancée mélangée à de la météorologie. La température baissait à mesure que le soleil se couchait, affectant la densité de l'air. L'humidité fluctuait. La pression barométrique était en transition. Et je tirais à travers une vallée qui créait ses propres patterns météorologiques. Elle traça un diagramme montrant des profils d'élévation et des vecteurs de vent. Le projectile passerait environ 7 secondes en vol. Pendant ce temps, il s'arserait à une hauteur maximale de près de 60 mètres au-dessus de la cible, passerait à travers au moins 5 couches atmosphériques distinctes et chuterait de presque 120 mètres de la ligne de visée à l'impact. Keller avait autorisé des milliers d'opérations de sniper. Il comprenait les mathématiques de la balistique, la complexité du tir à longue distance. Ce que Ward décrivait n'était pas juste difficile, c'était presque impossible. Combien de coups d'essai avez-vous tiré? OK. Ward ferma le carnet. À cette distance, chaque coup aurait révélé notre position. C'était un tir, une opportunité. Soit je le réussissais, soit la mission échouait. Guidez-moi à travers. Les yeux de Ward devinrent distants, voyant quelque chose qui n'était pas dans la salle de conférence, se souvenant d'un moment qui avait clairement été gravé dans sa mémoire avec une clarté parfaite. J'ai passé 6 heures à faire des calculs, mesurant le vent avec tous les outils que nous avions, suivant les changements de température, observant comment l'air se déplaçait à travers la vallée en étudiant les patterns de poussière et le mouvement de la végétation, construisant un modèle atmosphérique complet dans ma tête. Elle souleva le M107, l'amenant à son épaule dans un mouvement si fluide qu'il semblait que l'arme faisait partie de son corps. À travers la lunette, elle suivit des cibles invisibles que seule elle pouvait voir. Mon observateur a confirmé l'identification de la cible à 18h43. La cible émergea du complexe, se déplaça vers une zone ouverte. J'avais peut-être 90 secondes avant qu'il ne retourne à l'intérieur. La lumière s'estompait. Le vent était en transition. Tout était mauvais. Mais vous avez quand même tiré. J'ai tiré parce que tout étant mauvais était la seule condition que j'allais obtenir. Ward abaissa le fusil, son expression neutre, mais ses yeux portant le poids de cette décision. J'ai calculé pour une chute de 47 minutes d'angle. Ajusté pour un vent de 5,8 km par heure, de droite à gauche au niveau de la cible, 11,3 km par heure de gauche à droite à mi-élévation, 19,3 km par heure de droite à gauche à l'altitude maximale. J'ai pris en compte le gradient de température, l'effet de Coriolis, la dérive de rotation, et le fait que je tirais d'une élévation plus haute vers une plus basse à travers une vallée qui créerait des courants ascendants. Elle fit une pause et Keller vit sa main se resserrer légèrement sur le fusil. Et ensuite j'ai ajouté un ajustement qui n'était dans aucun manuel ou table de calcul, une correction basée purement sur l'instinct et l'expérience. Quelque chose que j'ai ressenti plus que calculé. Combien? 2 minutes d'angle supplémentaire à gauche, un quart de minute vers le haut. Le genre d'ajustement qui ferait que chaque instructeur vous dirait que vous avez tort.
Ward croisa son regard. Mais je savais que j'avais raison. Qu'est-il arrivé? J'ai appuyé sur la détente. Le fusil a tiré. Le projectile a quitté le canon à 823 mètres par seconde. Il s'est arqué vers le haut à travers l'air frais du soir, a traversé 3 systèmes de pression différents, a été poussé et secoué par des vents qui ont changé de direction 2 fois pendant son temps de vol. La voix de Ward était tombée à quelque chose de presque révérencieux, décrivant un moment qui transcendait les opérations de combat normales. 7,23 secondes après que j'ai tiré, le projectile a frappé la cible en plein centre de masse. Il s'est effondré instantanément. Mission réussie. Tir mortel confirmé à 2847 mètres. La salle de conférence était absolument silencieuse. Keller avait entendu beaucoup d'histoires de guerre dans sa carrière. La plupart étaient exagérées, améliorées avec le temps et les récits. Mais la description de Ward avait la résonance de la vérité absolue. Le niveau de détail, la précision technique, la façon dont elle en parlait avec respect plutôt qu'avec fierté. Ce n'était pas de l'embellissement. C'était un témoignage. Qui a confirmé le tir? Demanda-t-il. Mon observateur d'abord. Puis le renseignement post-mission a confirmé la terminaison de la cible. Le complexe est entré dans le chaos. Ils ne pouvaient pas comprendre d'où le tir était venu. Ils ont pensé que c'était peut-être une frappe aérienne ou de l'artillerie. L'idée que quelqu'un puisse atteindre et tuer de cette distance n'était même pas dans leur modèle de menace. Et ensuite, qu'est-il arrivé? L'expression de Ward se tendit légèrement. Ensuite, quelqu'un dans la communauté du renseignement a fait les calculs et a décidé que ce que j'avais fait n'était pas possible, que le tir avait été de la chance plutôt que du talent, que le répéter serait impossible et que je représentais une capacité non fiable. Alors ils vous ont enterré dans le travail de renseignement. Ils m'ont promu et m'ont donné une médaille qui est classifiée et ne peut pas être publiquement reconnue. Ensuite, ils m'ont assigné à l'analyse pour que je puisse contribuer mon expérience de terrain à la planification tactique. L'amertume dans sa voix était subtile mais indéniable. Ce qui signifie que je passe mes journées à examiner des rapports écrits par des gens qui n'ont jamais été au combat, faisant des recommandations qui sont ignorées par des commandants qui ne veulent pas entendre parler d'un quartier-maître. Keller comprit la situation immédiatement. L'armée était pleine de gens qui ne pouvaient pas gérer l'excellence qui dépassait leur compréhension. Ward avait démontré une capacité qui rendait les officiers supérieurs inconfortables parce qu'elle remettait en question leurs hypothèses sur ce qui était possible. Plutôt que d'embrasser cette capacité, il l'avait neutralisée par promotion et réaffectation. C'était du gaspillage, stupide, et exactement le genre de bêtises bureaucratiques qui rendait Keller fou. « Montrez-moi » dit-il soudainement. Ward sembla confuse. « Monsieur ? Montrez-moi que vous pouvez refaire ce tir. Prouvez que ce n'était pas de la chance. » Keller se dirigeait déjà vers la porte. Il y a une installation de champ de tir à 40 km d'ici, un parcours de tir longue distance qui va jusqu'à 2000 mètres. Je veux voir si vous pouvez vraiment faire ce que vous dites avoir fait. Monsieur, avec tout le respect, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mon dossier parle de... Je ne vous demande pas de me le prouver, interrompit Keller. Je vous demande de vous le prouver à vous-même. Parce que je pense que vous avez passé la dernière année à vous demander si peut-être ils avaient raison, si peut-être ce tir était de la chance, et je pense que ça vous ronge vivante. Ward le fixa, et Keller vit qu'il avait touché juste. Elle regarda le M107 dans ses mains, puis releva les yeux vers l'amiral. « Quand voulez-vous y aller » demanda-t-elle doucement. « Maintenant, tout de suite. » L'installation de tir de précision à longue distance était construite dans un terrain vallonné qui permettait des tirs à distance extrême dans des conditions contrôlées. Le champ de tir s'étendait depuis des plateformes de tir élevées à travers des vallées et des crêtes jusqu'à des zones cibles qui avaient été mesurées avec précision GPS. La distance maximale documentée était de 2200 mètres. Impressionnant selon n'importe quel standard, mais encore 600 mètres en dessous du tir revendiqué de Ward. Keller avait passé des appels téléphoniques pendant le trajet, utilisant le genre d'autorité qui vient avec 3 étoiles pour dégager le champ de tir et rassembler le personnel qu'il voulait présent. Au moment où ils arrivèrent à 7h30, une petite foule s'était rassemblée. Le maître principal Reynolds, l'instructeur de sniper senior de la communauté SEAL, le capitaine Martinez du groupe de développement de la guerre spéciale navale, 2 officiers de sécurité du champ de tir et une contractante civile nommée docteur. Sarah Chen, qui se spécialisait en balistique avancée. Ward descendit du véhicule portant l'étui du M107 comme s'il ne pesait rien.
Elle avait été silencieuse pendant le trajet, concentrée vers l'intérieur d'une manière qui suggérait qu'elle effectuait déjà des calculs et se préparait mentalement pour ce qui venait. Le quartier-maître Ward annonça Keller au personnel assemblé, va démontrer le tir de précision à longue distance à distance extrême. Je veux une documentation complète, mesure du vent à plusieurs points d'élévation, suivi de la température et de l'humidité, analyse balistique de chaque cartouche tirée. Ce n'est pas un tir de qualification. C'est une démonstration technique de capacité qui peut informer la planification opérationnelle future. Le maître principal Reynolds avait l'air sceptique. Il enseignait aux tireurs d'élite depuis 20 ans et avait vu tous les types de tireurs, des talents naturels à l'incompétence dangereuse. Un quartier-maître féminin avec une spécialité de renseignement ne correspondait pas à son modèle mental de qui se présentait pour démontrer un tir à distance extrême. « À quelle distance tirons-nous »« Amiral » demanda Reynolds. « Commencez à 1500 mètres. Montez à partir de là. » Keller se tourna vers Ward. « Ça vous convient ?»« Oui, monsieur. » Ward installait déjà son équipement sur la plateforme de tir, déployant un bipied et vérifiant la fonction mécanique du fusil avec des mouvements pratiqués. J'aurais besoin de données de vent de plusieurs points en aval. Docteur Chen avança avec des stations météorologiques portables et des anémomètres. Je peux installer des points de mesure à intervalles de 500 mètres. Donnez-nous 10 minutes. Pendant que l'équipe de Chen déployait des capteurs à travers le champ de tir, Ward s'installa en position derrière le fusil. Elle ne se pressait pas, ne faisait pas d'étalage, préparait juste méthodiquement le tir de la façon dont des milliers d'heures d'entraînement lui avaient enseigné. Reynolds s'approcha, observant son installation avec un intérêt professionnel. « Vous avez fait ça avant » dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question. Quelquefois, Ward ajusta la parallaxe de la lunette avec de minuscules mouvements précis, pas habituellement avec un public. Où avez-vous été entraîné ? École de tireurs d'élite éclaireurs des marines initialement. Après ça, elle fit une pause, jetant un coup d'œil à Keller qui hocha la tête en signe de permission pour continuer. Après ça, d'autres endroits. Des endroits tranquilles qui ne font pas de publicité. Reynolds comprit immédiatement. Le JOC menait des programmes d'entraînement qui n'existaient pas officiellement, développant des capacités qui n'apparaissaient jamais dans les dossiers publics. Si Ward était passé par ce pipeline, cela expliquait beaucoup. La cible est placée à 1500 mètres, appela l'un des officiers du champ de tir. Nous avons des capteurs d'impact actifs. Ward vérifia sa carte de données, fit des ajustements à sa lunette, puis s'installa dans sa position de tir. Sa respiration ralentit visiblement. Son corps se détendit dans une immobilité parfaite. Le rapport du M107 fut massif, même avec la protection auditive. Le recul projeta l'arme en arrière contre son épaule, mais la position de Ward était si solide que la perturbation fut minimale. En aval, le capteur d'impact s'enregistra instantanément. Touché. Centre de masse. 1500 mètres. Reynolds haussa légèrement les sourcils. Un tir, un impact à cette distance était bon, mais pas extraordinaire pour un tireur expérimenté. 1800 mètres, appela Keller. La cible fut déplacée. Ward fit des ajustements tenant compte de la distance accrue et des conditions de vent légèrement différentes. Un autre tir. Une autre confirmation d'impact immédiate. 2100 mètres. Maintenant, elle poussait au-delà des distances d'entraînement normales. La cible à cette distance était à peine visible même à travers des optiques haute puissance. La mesure du vent devint critique. Les capteurs de Dr. Chen fournissaient des données en temps réel sur les conditions atmosphériques à plusieurs points en aval. Ward étudia les données sur une tablette, les recoupant avec ses propres observations. Elle fit des ajustements à sa lunette qui semblaient presque aléatoires aux observateurs, mais suivaient clairement une logique interne. Le tir prit plus de temps à préparer cette fois. Ward attendit, suivant quelque chose que seule elle pouvait voir à travers sa lunette. Puis, dans la pause entre les rafales, elle tira. 7 secondes plus tard, une éternité en termes de tir, le capteur d'impact confirma l'impact. Reynolds n'était plus sceptique. « Bon sang de bois !» marmonna-t-il. « C'est le tir documenté le plus long auquel j'ai jamais personnellement assisté. »« Nous n'avons pas fini, » dit Keller. Il regarda Ward. « Jusqu'où pouvez-vous vraiment tirer avec ce système d'armes ?» Ward leva la tête de la lunette, considérant la question sérieusement. Dans des conditions parfaites, peut-être 2600 mètres avant que le projectile ne devienne subsonique et imprévisible. Dans des conditions de terrain avec des variables que je peux mesurer et calculer.
Elle fit une pause. 2300 à 2400 mètres avec une confiance raisonnable. Qu'en est-il de votre tir en Syrie? C'était 2847. C'était différent. J'avais 6 heures pour étudier l'environnement, une observation parfaite de la zone cible, et... Elle hésita. Et j'étais prête à accepter un tir qui avait peut-être 40% de probabilité de succès parce que la mission l'exigeait. Keller comprit. Parfois, les opérations de combat exigeaient de prendre des tirs que l'entraînement dirait être impossible. La différence entre un bon tireur d'élite et un excellent n'était pas seulement la compétence technique. C'était le jugement de savoir quand l'impossible était nécessaire. Installé à 2300 mètres, ordonna-t-il. Voyons si vous pouvez atteindre votre maximum revendiqué. La cible fut déployée à une distance qui poussait l'installation du champ de tir à ses limites. À 2300 mètres, presque 2,5 km, la cible était une minuscule tâche, même à travers les puissantes lunettes d'observation que les observateurs utilisaient. L'atteindre nécessiterait non seulement du talent, mais un niveau de lecture environnementale qui frôlait la précognition. Ward passa 15 minutes à étudier les conditions. Le vent était la variable principale. À cette distance, même un calcul erroné d'1 km/h causerait un échec de plusieurs pieds. Les couches de température créaient des effets de mirage qui rendaient la mesure précise difficile, et le projectile passerait plus de 8 secondes en vol, donnant à l'environnement beaucoup de temps pour affecter sa trajectoire. Docteur Chen regardait ces relevés de données avec fascination. Les conditions atmosphériques sont terribles pour le tir longue distance, dit-elle à personne en particulier. Plusieurs couches de vent, inversion de température à mi-distance, gradient d'humidité qui créent des variations de densité d'air imprévisibles. Selon le manuel, ce tir ne devrait pas être tenté. Selon le manuel, beaucoup de choses que j'ai faites n'auraient pas dû être tentées, répondit Ward sans détourner les yeux de sa lunette. Mais les manuels ne tiennent pas compte de tout. Elle fit une série d'ajustements à sa lunette qui semblait défier les données de vent que tous les autres lisaient. Reynolds observait avec un intérêt croissant, essayant de comprendre ce qu'elle calculait. « Vous ajustez dans la mauvaise direction », dit-il finalement. « Les données de vent montrent que vous devez aller à gauche. Vous allez à droite. » Les données de vent montrent les conditions de surface, répondit Ward calmement. Mais à cette distance, le projectile passe la majeure partie de son temps de vol en altitude où des patterns de vent différents dominent. Je calcule pour où le projectile sera pendant la majorité de son vol, pas pour où il est pendant les premiers 200 mètres. Cela avait du sens une fois qu'elle l'expliquait, mais cela nécessitait un niveau de pensée tridimensionnel que la plupart des tireurs ne développaient jamais. Ward ne calculait pas seulement pour la distance. Elle modélisait l'entière trajectoire du projectile à travers des conditions atmosphériques en couche et faisait des corrections pour où le projectile serait le plus affecté. Elle s'installa dans sa position de tir final. L'attente sembla durer une éternité. Puis, dans un moment qui serait plus tard décrit par les observateurs comme presque surnaturel, Ward tira. Le projectile s'arqua au loin dans la distance, invisible à tout sauf à travers les implications de son passage. Les oiseaux sur son chemin se dispersèrent. L'air déplacé dans son sillage. 8,4 secondes plus tard, un temps impossiblement long à attendre pour la confirmation d'un tir, le capteur d'impact s'enregistra. Touché. La voix de l'officier du champ de tir portait un émerveillement authentique. Direct au centre de masse. 2300 mètres. Le personnel assemblé éclata en excitation. Reynolds secouait la tête en incrédulité. Docteur, Chen vérifiait ses instruments comme s'ils pouvaient mal fonctionner. Le capitaine Martinez était déjà au téléphone, présumablement rapportant à sa chaîne de commandement que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Keller s'approcha de Ward, qui mettait son arme en sécurité avec la même précision mécanique qu'elle appliquait à tout. « Vous avez prouvé votre point » dit-il tranquillement. « Les jeux faits » Ward leva les yeux vers lui. « Ou ai-je juste démontré que je peux faire des tirs impossibles sur un champ de tir dans des conditions contrôlées? La question n'est pas de savoir si je peux le faire, amiral. La question est de savoir si quelqu'un me laissera le faire quand ça compte. » 3 jours plus tard, tout changea. Une crise éclata dans la Corne de l'Afrique. Le renseignement identifia un leader terroriste qui orchestrait des attaques à travers 3 pays. Il se déplaçait à travers un territoire qui rendait les opérations conventionnelles impossibles. Des régions tribales où la présence militaire américaine déclencherait des catastrophes politiques. Mais quelqu'un dans la chaîne du renseignement se souvint de la démonstration de Ward. Et soudainement le tir impossible n'était plus juste une curiosité technique. C'était une exigence de mission.
Keller se retrouva dans une salle de planification avec Ward, Reynolds, Martinez et des représentants de plusieurs agences. La cible était retranchée dans un complexe dans des montagnes qui rendait l'opération syrienne simple en comparaison. La distance jusqu'à la cible est de 2700 mètres depuis la position de cache la plus faisable, dit Martinez, surlignant l'emplacement sur une carte tactique. Nous avons l'imagerie satellite, les scans thermiques et le renseignement local confirmant la présence de la cible. La fenêtre d'opportunité est de 4 heures pendant une réunion planifiée avec des leaders subordonnés. 2700 mètres est au-delà de la capacité prouvée, intervint Reynolds. Même la démonstration de Ward a plafonné à 2300. Mon tir en Syrie était de 2847, dit Ward tranquillement. C'est en fait une distance plus courte. Mais le tir syrien était... Reynolds s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Nous ne savons pas si c'était répétable. Il n'y a qu'une façon de le découvrir. Ward étudiait l'imagerie tactique avec une intensité concentrée. J'ai besoin de profils d'élévation du terrain, de modélisation atmosphérique complète de la zone pour la fenêtre temporelle de la cible et 60 heures pour me mettre en position, étudier l'environnement. Keller prit la décision qui définirait le reste de sa carrière. Vous avez l'autorisation d'exécuter. Reynolds, vous êtes l'observateur. Martinez, fournissez tous les actifs de soutien dont elle a besoin. C'est priorité 1. L'insertion fut gérée par une équipe SEAL qui déposa Ward et Reynolds en territoire hostile sous le couvert de l'obscurité. Ils se déplacèrent à travers un terrain qui avait vu des conflits pendant des générations, portant un équipement qui représentait le summum absolu de la technologie militaire tout en s'infiltrant comme des fantômes. La position de cache était un cauchemar. Sculpté dans la roche à une élévation extrême, offrant une ligne de vue dégagée vers le complexe cible, mais nécessitant qu'ils opèrent dans des températures qui descendaient sous le point de congélation la nuit et grimpaient au-dessus de 40 degrés pendant la journée. Pendant 60 heures, Ward étudia l'environnement. Elle suivit les patterns de vent en regardant la fumée des feux de cuisson, mesura les changements de température en observant comment le miroitement de chaleur se déplaçait à travers la vallée, construisit un modèle mental des conditions atmosphériques qui était plus précis que tout ce que les ordinateurs pouvaient calculer. Reynolds, un homme qui avait entraîné des centaines de tireurs d'élite, se retrouva à apprendre de quelqu'un qui avait la moitié de son âge. Ward voyait des choses qu'il n'avait jamais remarquées. Des patterns subtils dans la façon dont l'air se déplaçait à travers les cols de montagne, comment l'élévation affectait non seulement la vitesse du vent mais sa direction, comment l'heure de la journée créait des flux thermiques prévisibles. Vous ne calculez pas juste le tir, dit Reynolds pendant une de leurs périodes d'observation. Vous le ressentez. Le calcul vous rapproche seulement, répondit Ward, ses yeux ne quittant jamais sa lunette d'observation. Les derniers 10% consistent à comprendre que l'environnement est vivant. Il bouge, respire, change. Vous ne pouvez pas juste brancher des chiffres dans une formule et vous attendre à ce que ça marche à ces distances. Vous devez devenir partie du système. La cible apparut exactement quand le renseignement l'avait prédit. Une réunion dans une cour ouverte, plusieurs individus, identification claire requise avant l'engagement. Ward était en position depuis 6 heures, son corps complètement immobile, son esprit entièrement concentré sur le tir qui venait. Elle avait fait ses calculs, ajustés pour chaque variable qu'elle pouvait mesurer. Et maintenant elle attendait le moment où tout s'alignerait. Reynolds confirma l'identification de la cible. La cible principale est à découvert. Nous avons une opportunité de tir clair. Le vent est... Il vérifia ses instruments. Lecture à 19 km/h de l'est. Température? Je sais. La voix de Ward était calme, presque méditative. Je peux le sentir. Ces ajustements étaient différents des calculs que Reynolds lisait. Elle compensait pour des choses qui n'apparaissaient pas sur les instruments. L'intuition construite à partir de l'expérience, la compréhension qui transcendait la mesure. Le M107 était solide contre son épaule. La cible était une figure minuscule dans sa lunette, à peine distinguable des autres autour de lui. À 2700 mètres, la moindre erreur signifierait un échec de plusieurs mètres. Il n'y avait aucune marge d'erreur. La respiration de Ward ralentit jusqu'à rien. Son rythme cardiaque chuta. Dans ce moment, elle ne pensait pas au tir. Elle était le tir. Chaque variable, chaque calcul, chaque facteur environnemental existait dans une clarté parfaite dans son esprit. Elle appuya sur la détente. Le fusil tira avec un rapport massif qui résonna à travers les montagnes. Le recul fut substantiel, mais attendu.
Et ensuite vint l'attente. Ces secondes interminables pendant que le projectile voyageait presque 3 kilomètres à travers l'air, qui poussait et secouait, et essayait de le dévier de sa trajectoire. Reynolds suivit à travers sa lunette d'observation, observant la zone cible avec une intensité qui égalait celle de Ward. 8,9 secondes après le tir, la cible s'effondra. Touché souffla Reynolds. Centre de masse. Tir mortel confirmé. 2700 mètres. Autour d'eux, le complexe éclata dans le chaos, mais Ward et Reynolds démontaient déjà leur position, se préparant à bouger avant que les forces ennemies puissent les localiser. Le tir avait été parfait. Maintenant venait la partie difficile, survivre assez longtemps pour confirmer le succès de la mission. L'extraction prit 18 heures de déplacement à travers territoire hostile. Mais quand ils atteignirent finalement le point de ramassage et que l'hélicoptère les souleva loin des montagnes, Reynolds regarda Ward avec quelque chose qui s'approchait de la révérence. « J'enseigne aux tireurs d'élite depuis 20 ans, dit-il par-dessus le bruit de l'hélicoptère. Je pensais comprendre ce qui était possible. Vous venez de réécrire le manuel. » Ward hocha simplement la tête, déjà distante, traitant ce qu'elle avait fait avec l'esprit analytique qui faisait d'elle une opératrice si efficace. Elle avait fait un tir qui ne devrait pas exister. Prouver que la capacité humaine combinée à la technologie pouvait accomplir ce que tout le monde disait être impossible. Le rapport de l'amiral Keller sur l'opération passa à travers plusieurs niveaux de classification avant d'atterrir sur des bureaux au Pentagone. Le tir confirmé à 2700 mètres dans des conditions de combat devint une réalisation technique classifiée qui informerait la planification militaire pendant des décennies. Ward reçut une promotion et une affectation à un poste nouvellement créé, conseillère senior pour l'engagement de précision à longue distance. Elle entraînerait la prochaine génération de tireurs à distance extrême, développant la doctrine et la technique pour des opérations qui poussaient au-delà de chaque limitation établie. Mais plus important encore, elle avait prouvé quelque chose qui résonnait au-delà des cercles militaires. Elle avait démontré que l'excellence existe à des niveaux que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre, que la capacité transcende l'attente, et que parfois la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle à laquelle personne ne prête attention. Le M107 Barrett était posé dans son étui dans le nouveau bureau de Ward, nettoyé et entretenu avec la même précision qu'elle appliquait à tout. Le fusil avait fait des tirs qui seraient étudiés et analysés pendant des années. Mais plus que cela, il avait prouvé ce que Ward avait toujours su. Impossible est juste un mot que les gens utilisent quand ils n'ont pas rencontré quelqu'un capable de réécrire la définition. L'amiral Keller prit sa retraite 6 mois plus tard. À sa cérémonie, il fit un point de reconnaître publiquement les contributions de Ward à la guerre spéciale navale. Il ne pouvait pas discuter des opérations classifiées, ne pouvait pas mentionner les tirs qui avaient changé la doctrine tactique, mais il pouvait reconnaître que l'excellence existait et que la Navy était meilleure pour l'avoir reconnue. Ward continua son travail tranquillement, entraînant des opérateurs qui porteraient les techniques qu'elle avait développées. Elle ne chercha jamais la publicité ou la reconnaissance, continua juste à poursuivre la perfection dans son métier, sachant que quelque part, un jour, un autre tir impossible serait requis. Et quand ce moment viendrait, elle serait prête, parce que c'est ce que font les professionnels discrets. Ils se préparent, ils s'entraînent, ils perfectionnent leurs capacités en silence. Et quand le monde a besoin de quelque chose d'impossible, ils livrent. Le loup ne s'annonce pas au mouton. Il attend juste le moment où la précision compte plus que le bruit. Et ensuite il fait le tir que tout le monde disait ne pas pouvoir être fait. À chaque fois, merci d'avoir regardé. Chaque femme a une histoire qui mérite d'être racontée. Rejoignez-nous pour les entendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour plus d'histoires inspirantes de femmes SEAL, vétérans et opératrices d'élite qui repoussent les limites de ce qui est possible.